par une culture universelle simple. Et une des premières écoles pour filles a été justement en Iran. Je ne sais pas exactement, mais dans le nord d'Iran. Et effectivement, tout ça vient du fait que voilà, on les nargue parce qu'ils étaient les premiers. On dit même certains qu'ils étaient quand même en contact avec les Russes. Ça a aussi influé dans leur esprit l'ouverture que dans d'autres parties de l'Iran n'était pas le cas. remarques en attendant qu'on puisse mettre le diaporama sur USB pour la hiérarchie. Je vais juste apporter. Et ça a été dit par rapport au nationalisme et Zarathustra et le nationalisme. On a attribué le nationalisme à Zarathustra. Ce que je veux dire, c'est juste pour clarifier que ce mot est pas bienvenu et n'est pas juste, parce que on peut trouver dans le zoroastrisme tout sauf le nationalisme. Et encore, le nationalisme, il y a plusieurs significations en Iran et ici, c'est pas les mêmes, qui a été traduit. Ça, c'est seulement là. Et parce que c'est une religion universelle, enfin une philosophie universelle. Et il a amené une vision nouvelle du monde et de l'individu, vision nouvelle du monde et un rapport nouvel avec le monde. Le monde, pour Zarathustra, c'est le lieu de scène de combat, le lieu de où on est là pour une mission de combattant contre ce qui empêche une société de devenir ce qui enfreint à l'humanisation de la société. Et en plus, à l'époque, on peut dire néolithique tardif, on ne peut pas parler de nationalisme. C'est pas juste. Et il a une philosophie qui va d'Azerbaïdjan, de Mésopotamie, justement vers de Grèce, frontière, jusqu'à l'Inde et nord de Chine. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce monde n'est pas juste à utiliser, ça altère en quelque sorte l'image de Zarathustra. Si on regarde, quand on verra tout à l'heure la conférence sur l'histoire de l'art que j'ai présentée, ça va encore plus loin que la Chine et l'Inde. Ça va aussi au Pakistan, en Égypte, et je ne sais pas où encore la liste du nombre de pays qu'on va montrer sur le diaporama tout à l'heure. Voilà, merci. Alors je peux expliquer plus. Je regardais. Voilà le livre dont je parlais, Hédoïat pour le nationalisme. Ça, ce que vous dites, j'accepte, mais je voudrais dire que même aujourd'hui, c'est comme ça. Vous comprenez? Même aujourd'hui en Iran, ce qui se passe, c'est quoi? Allez demander aux Iraniens, regardez de loin même, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez demander aux Iraniens ce qui se passe en Iran, c'est quoi? Cette année, plus que les années précédentes, pendant la fête de Nowruz, ce qui s'est passé, c'était quoi? Les Iraniens, pour voyager pendant les vacances de Nowruz, on voyageait plutôt dans les parties historiques de l'Iran. Alors qu'avant, dans le passé, c'était les parties religieuses. Ça montre quoi? Ça aussi, c'est une sorte de revendiquer l'identité. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Ce que je vois, et même par exemple aujourd'hui, je vois la plupart des jeunes Iraniens et Iraniennes parlent comme ça. Nous, nous ne sommes pas musulmans. L'arabe n'est pas notre langue. On ne veut pas être musulmans. Nous étions, nos ancêtres étaient zoroastriens. Pourquoi nous devons pratiquer l'islam? C'est comme ça. Nationaliste dans ce sens-là. Je sais, ce que vous dites, c'est juste. On ne peut pas dire Zarathustra, c'est seulement pour l'Iran. J'ai compris de quoi vous parlez. L'Iran, on limite l'image de Zarathustra en Iran, c'est faux. Mais je veux dire que les gens comme Hédoïat,
confère aussi, comme maintenant la troisième personne, je vais vous présenter, Bahram Beyzaï, et comme les jeunes aujourd'hui en Iran, ils revendiquent leur nationalité, leur identité par... c'est pas moi qui le dis, je dis que dans ce livre, même aujourd'hui, si vous parlez aux Iraniens, vous entendez ça. Oui, bien sûr, il y a des Iraniens qui sont fiers d'être musulmans, on les respecte, ils sont respectueux, mais je dis que la plupart c'est comme ça. Parce que, j'ai une raison pour dire ça, parce que contre le monde rêvé par Ayatollah Khomeini, le monde islamique, Khomeini était contre le nationalisme. Vous pouvez regarder ces vidéos, ça existe sur YouTube et partout, sous-titré en anglais. Il dit que l'islam est contre le nationalisme. Une personne nationaliste est dangereuse pour l'islam. Quelqu'un qui adore son pays est dangereux. On n'a pas besoin, c'est exactement les paroles de Khomeini, et moi j'ai la voix et c'est parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai regardé à plusieurs reprises et je traduis en français. Il dit que quelqu'un qui est nationaliste, il ne sert à rien. On n'a pas besoin des nationalistes, on a besoin de vrais musulmans. Et il rêvait quoi? Il s'en fichait de l'Iran. Il rêvait d'avoir l'Iran, Pakistan, Afghanistan, après l'Irak, après Palestine, après quoi, et créer le monde islamique. Et aujourd'hui, les Iraniens, avant, on avait des gens comme lui, chacun concernant l'époque où ils habitaient, avant c'était comme ça, mais aujourd'hui, les Iraniens rejettent l'islam, l'identité islamique, tout en respectant les musulmans. Ils rejettent pour eux-mêmes, moi je ne suis pas musulman parce que je suis iranien. Et ça, c'est un peu incompréhensible pour la plupart. Par exemple, moi ici en France, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont critiqué de ne pas être musulman. Et ça c'est vraiment l'image qui m'a beaucoup touchée. Parce que j'ai quitté l'Iran, je suis venue ici, l'image de la France pour moi, un pays laïque. Je suis venue vivre la laïcité, alors que je vois les gens qui me disent que comment ça se peut que tu ne sois pas musulman? Comment ça se peut que tu ne jeûnes pas? Eid Mubarak, je dis, je ne suis pas musulman. Tu n'es pas musulman, tu es né en Iran, tu dois être... Et ça c'est ce que énerve les Iraniens. C'est l'image cliché. Insiste à ce que les Iraniens restent musulmans, alors que les Iraniens, je répète, tout en respectant l'islam et les musulmans, rejettent ça comme identité. Et ça, c'est nationaliste. Aucun rapport avec être raciste, parce que dans certaines cultures, quelqu'un qui est trop nationaliste, on dit il est raciste parce qu'il dit que moi, je suis par exemple, je sais pas, je suis américain, je suis français, je suis comme ça, et les autres, non, c'est pas du tout ça. Je sais pas si c'était bien clair. Oui, c'est clair. De quoi je parle? Oui. J'entends parfaitement maintenant ce que tu dis et c'est clair et net. Il y a une différence entre les revendications populaires et les gens et d'autres, avec la définition et l'histoire et la philosophie. Ça, ce sont deux choses. Ça, il faut le distinguer. Est-ce que la population en Iran sont contents? Non, bien sûr. Est-ce qu'ils veulent cette situation? Non. Mais le problème, c'est que le mot nationalisme. Le mot, monsieur Machala Adjutani, l'écrivain, je le connais, c'est un ami, et je le connais. Le mot nationalisme a été traduit, malheureusement, mot par mot, en personne, qui ne veut rien dire. Vous voyez? Et c'est là l'erreur, elle commence par là. Or, le mot exact qu'on peut dire en mot aryanique, sanskrit, c'est le mot Mian Parast. Hein? C'est le mot, même le mot Nejad Parast. Vous voyez, ça veut dire adorateur de la race en mot persan. Si on le traduit ici, ça veut dire raciste. Or, ça ne veut rien dire. Mais il n'a sens que pour les Iraniens. Ceux qui connaissent les mots et
les sémantiques sanskrites, parce que ça vient de sanskrit. Quand on dit Nijat Parast, le mot qui convient le mieux, c'est Nijat Parast. Le mot, ça veut dire gardien. Parast, ça veut dire gardien. Nijat, ça veut dire race. Autrement dit, gardien, ça veut dire on prend soin, on veille, on est gardien, mais race au sens de pays. C'est pas une race exacte au sens péjoratif ou au sens discriminatoire. C'est-à-dire que nous surveillons, nous sommes des gardiens. Donc, par exemple, nous sommes adorateurs de nos parents. Nous adorons nos parents. En iranien, ça veut dire adorateur des parents, adorateur de Dieu, adorateur de l'ami, adorateur de pays. Ça veut dire, donc le mot par contre, nationalisme qui a été traduit, c'est un sens péjoratif. Et ce sens péjoratif, ça veut dire détester l'autre. Or, parast en Iran, ça ne veut pas dire satise. Ça veut dire que nous portons soin, nous serions nos territoires, sans avoir la haine par rapport à l'autre. Quand on dit nationalisme, automatiquement, il apporte un autre mot, ça veut dire haine de l'autre. Or, non, aujourd'hui, on a cet sens qui est dans la pensée. Voilà. Et c'est là que j'ai dit. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'entends parfaitement ce qui est les revendications des gens. Mais on passe les revendications, on reste dans les sphères académiques et surtout sur le sens sémantique des mots. Il y a un mot qui pourrait réapparaître, qui est pour l'instant un fantôme dans cette discussion, c'est le mot patriotisme. La patrie, c'est autre chose que le nationalisme. Le nationalisme cherche à éliminer tous les autres. Le nationalisme cherche à être seul, à la fin, après avoir éliminé tout le monde. Dans la notion de patrie, de patriotisme, là on a quelque chose de positif. Ça n'est ni droite ni gauche d'ailleurs. C'est l'amour de tes parents, patrie, tu l'as dit. Simmel en parlait, le fameux sociologue allemand en parlait en 1910, de l'amour. Il entendait par là la dévotion. Donc la race, non, c'est la dévotion vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de... Vous savez combien les familles peuvent être parfois déchirées. Donc chaque fois qu'elles se recomposent de toutes ces histoires de divorce et d'éclatement, d'explosion, et c'est là qu'on voit ce que c'est cette dévotion familiale. Est-ce qu'on subit seulement ou est-ce qu'on a quelque chose à construire ensemble? Et ça vaut pour la famille, ça vaut pour n'importe quelle communauté. Vous avez parlé de territoire. Il y a des communautés de villages, villageoises. Il y a des communautés dans les quartiers. Enfin, il y a un tissu communautaire. Alors en français, le mot communauté est mal pris. Encore une fois, de même que le mot nationalisme est mal pris, parce qu'en français, ça devient tout de suite une haine discriminatoire d'exclusion de l'autre. Mais c'est quelque chose de très étonnant, parce que dans d'autres langues, à commencer par l'anglais, mais l'allemand, etc., ces valeurs négatives des mots n'existent pas. C'est seulement en français. C'est assez curieux, quoi. Voilà, je termine là, parce que sinon il y avait trop à dire. En français, pardon, c'est pas communauté est bien pris, c'est communautarisme qui est oui, mal pris. mais parce que communautarisme, en effet, indique mieux les choses, mais communautarisme... Ça implique le communautarisme, un refermement sur soi-même et une exclusion des autres. Oui, mais c'est le même phénomène. C'est le même système que le nationalisme, qui est pareil, un repli sur soi-même et un refus des autres. Alors maintenant, sur un autre plan, mais c'est la même perspective, quand on parle de l'Empire perse, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je suis juste amateur, cette remarque me vient des historiens anglais qui ont fait des cartes historiques,
qui démarre à moins 50 000 ans et qui s'achève au 18e, 19e siècle. Il y a 3 volumes. Sur la page de gauche, vous avez le texte, et sur la page de droite, la carte. Et ça, c'est l'école de Cambridge. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que à partir sur une période de 3000 ans jusqu'ici, on a à droite, c'est-à-dire à l'est, à droite de la carte, de la page, la Chine, l'Empire chinois, on pourra dire, qui prend des proportions différentes, les frontières changent au cours des temps, etc. Il y a les Mongols, il y a... Bon, ça, c'est, on dira, l'Est. Ensuite, on se décale un petit peu plus vers la direction mer Noire, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'Empire perse. Les Perses, en contact au nord avec ce qu'on appellera plus tard les Russes, les Slaves, et les Perses en contact vers le sud avec on a parlé d'arabo-musulmans, enfin, ça prend différentes formes,